Donc, vous avez deux décors maintenant. Voilà. Celui-là. Et celui-là. Est-ce que le tracteur va aller bien dedans? Je n'ai jamais essayé, on va voir, mais il y a des chances que oui. Pourquoi? Parce que quand on fait un photomontage, il faut que les prises de vue correspondent. Le tracteur est photographié en pointant l'appareil photo plutôt à l'horizontale. Les décors aussi. C'est pas une vue plongeante, c'est pas une vue contre-plongeante. Et donc ça va aller. Normalement, ça devrait le faire. Donc je vais commencer éventuellement par celle-là. Alors, est-ce que c'est un décor précis au niveau des pixels, image, taille de l'image? Bon, ça a l'air pas mal, hein. 6016 pixels sur 4016. C'est du combien de mégapixels cet appareil photo? On en a parlé hier. Si vous voyez l'image de 6000 pixels sur 4000, le capteur de 24 mégapixels, évidemment, le capteur de l'appareil photo. Bien. D'accord. Il pose une question sur les profils colorimétriques chez toi, certainement. Il dit que le profil ne correspond pas. Bon, il est possible que les autres aussi aient ça. On a remis à zéro Photoshop, mais les réglages des profils ne se remettent pas à zéro, et donc j'ai certainement un réglage qui permet de passer outre de ces messages. Et donc le message qu'il dit, c'est profil manquant ou profil incorporé non correspondant. C'est lequel des deux messages? D'accord, donc là c'est un profil non correspondant. Il y a un profil dans l'image. Dans le fichier de l'image, il y a un profil qui indique pour quel appareil elle est prévue. Et Photoshop est réglé pour un autre appareil qui est le sRGB. Ce qui se passe, c'est que il vaut mieux, parmi les trois choix, qui sont donc préférer le profil incorporé, convertir ou supprimer, c'est le deuxième choix qui est le meilleur, convertir, dans ce cas-ci. Donc, ça se passe ici au niveau de édition couleur. Je suis dans édition couleur à, d'abord, espace de travail sRGB, ce qui professionnellement n'est pas bon, mais sauf si je fais du web, très souvent. Par contre, dans édition couleur, vous devez certainement avoir quelque chose d'autre ici au niveau des règles de gestion des couleurs. Vous devez avoir quelque chose... Non, c'est ici que vous avez quelque chose de différent. Il est indiqué non-concordance des profils, choix à l'ouverture. C'est coché chez vous dans édition couleur. Profil manquant, c'est coché aussi. Vous confirmez si vous allez dans le menu édition couleur. Tout. Et profil manquant est coché aussi. Les deux devraient être cochés, je pense, chez vous. D'accord. C'est grisé, peut-être parce que... Bon. Ah, très bonne question. Bon, alors, tu n'étais sans doute pas là au moment où j'en ai parlé tout à l'heure. Ta question, c'est pourquoi a-t-on choisi le sRGB alors que les photographes professionnels, c'est pas le profil le plus adéquat, c'est ça ta question. Mais justement, c'est ça le problème. C'est que Photoshop ne donne pas le choix. Quand on l'installe, il est réglé en sRGB. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'au moment où les profils couleurs ont été incorporés, le système de gestion des couleurs a été
généralisé dans les logiciels Adobe. Ça a commencé à discutailler sec au niveau des professionnels. On a parlé beaucoup du fait, attention, Photoshop est mal réglé au départ. Et donc j'ai expliqué tout à l'heure, même si vous achetez un moniteur très cher, capable d'afficher plein de couleurs, plus qu'un moniteur de bureautique, si vous ne modifiez pas le fonctionnement de Photoshop, chaque fois que vous créez une nouvelle image, elle est sRGB, et donc c'est comme si vous aviez un moniteur bas de gamme de bureautique. Donc la réponse à la question, pourquoi est-ce qu'on a choisi sRGB, c'est on ne l'a pas choisi, c'est réglé comme ça d'office dans Photoshop, et nous n'avons pas encore été assez loin dans la formation pour modifier ça en fait. Hein. Mais logiquement, il faudrait mettre Adobe RGB ou Profoto ou un profil plus sérieux. Ce qui n'empêche que on pourrait, quand on ouvre une image et qu'on a ceci coché, on pourrait décider qu'on l'ouvre en conservant le profil de l'image s'il est plus performant que le sRGB. Mais dans un premier temps, voilà, c'est ce que je t'ai dit de faire, de convertir en sRGB, vu qu'il y avait le message, c'était le deuxième choix du message, parce que dans un premier temps, c'est ce qu'il y a de plus simple de tout ramener en sRGB. Dans un premier temps, mais c'est vrai que plus tard, pour un usage plus professionnel, il faudrait comprendre les profils couleurs et ne pas travailler dans autre chose que sRGB. Donc là, dans édition couleur, je suis allé remettre, comme c'est chez vous sans doute, sauf que chez vous il y avait quelque chose... ah oui, c'est parce que chez vous, il est peut-être indiqué ici moniteur, peut-être, à la place de sRGB, dans espace de travail. C'est ça, voilà. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont désactivées. Bon, peu importe, le fait est que la plupart d'entre vous, quand ils ont ouvert l'image du décor, vous avez eu ce message-ci. D'accord? Non-concordance des profils incorporés. Incorporer Profoto, espace de travail sRGB. Donc, on peut l'ouvrir en tant qu'image Profoto. Il n'y aura pas de perte de couleurs saturées qui vont se perdre. Ou on pourrait régler un espace de travail plus sérieux que le sRGB dans Photoshop, hein, et convertir vers cet espace de travail comme du Adobe RVB par exemple. C'est relativement complexe ces histoires de profils. J'ai toute une formation qui explique en détail comment ça fonctionne, mais ça dure plusieurs heures. Mais on peut quand même arriver à s'en sortir et à comprendre un peu les choses. Le problème de la gestion des couleurs, c'est que c'est des règles simples, mais c'est énormément d'exceptions. Donc, moi ce que je vous conseille avec cette image, dans le cadre de la formation à ce stade-ci, c'est de convertir l'image vers le sRGB, donc deuxième choix. Voilà. On va peut-être perdre un peu de saturation dans l'image, mais au moins nos deux images, le tracteur et le décor, travailleront pour le même matériel final, le sRGB. Et quand on va transporter le tracteur vers le décor, il ne va pas changer de couleur, quoi. Parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler avec des images, de transporter des pixels d'une image à l'autre. Si ces images-là ne sont pas synchronisées au niveau des profils. Il y a des messages qui apparaissent, il y a des couleurs qui changent. Et ça, c'est perturbant. Voilà, donc, en effet, oui, j'avais pas prévu que cette image-là, parce que je l'ai jamais utilisée. Je vous ai donné le lien, j'ai vu qu'elle était pas mal, mais je l'ai jamais ouverte et j'avais pas vu qu'il y avait ce message sur les non-concordances de profil. Mais c'est intéressant, ça nous a permis de parler un peu de ça. Donc, ce qu'on peut dire, c'est, en attendant que vous soyez plus avertis, que vous en connaissiez plus au niveau des profils, choisissez de convertir selon l'espace de travail de Photoshop actuellement réglé. Et c'est ce qu'il y a de plus judicieux pour l'instant, je pense. Ça ne veut pas dire que les couleurs changent, justement. Une conversion du profil Profoto vers sRGB, toute conversion couleur en gestion des couleurs a pour but de préserver les couleurs qu'on voit. C'est les valeurs RVB qui changent derrière sans qu'on le voit. Il faut bien se rendre compte que toute cette question de profil couleur, le seul but,
c'est que quand on passe d'un environnement à l'autre, les images, quand on les imprime, quand on les diffuse, les couleurs restent le plus possible les mêmes. Donc là, l'image que je vois après conversion de Profoto vers sRGB, c'est certainement très proche des bonnes couleurs, des couleurs que le photographe voulait dans sa photo. Ok, donc cette image, on va peut-être l'enregistrer directement, puisqu'elle a changé. Puisque à l'ouverture, on a choisi quelque chose. On a choisi de faire une conversion couleur. Je vais l'appeler juste rue 01. Voilà. Et en PSD, en Photoshop. Format Photoshop. Ok. Et le profil maintenant qui était incorporé, je n'ai pas regardé vraiment, c'est le sRGB. Voilà, voilà. Donc, ce que vous pouvez tester maintenant, c'est le déplacement du groupe du tracteur ici, qui a été amélioré entre-temps par l'ajout de pénombre. Voilà, le groupe doit être fermé, c'est mieux. On prend le groupe, on le déplace sur l'onglet de la rue, on vient sur l'image de la rue, on dépose, et voilà le tracteur qui va arriver, il est là, super. Je passe en plein écran avec la touche F. Voilà, voilà, très intéressant ce qui va suivre. Une illusion d'optique. Bien, le tracteur est minuscule parce qu'il est composé de peu de pixels. Ah oui, ça c'est aussi une question qu'on a souvent. Comment ça se fait que l'élément que je déplace dans l'autre image, il est super grand ou il est super petit? Est-ce qu'il faut que je modifie les dimensions en centimètres? Ben absolument pas. Ça n'a aucune importance, ces dimensions en centimètres. Ce qui compte pour Photoshop, la seule unité de mesure, c'est le pixel. Il se trouve que le tracteur est composé de moins de pixels que le décor, qui est vraiment super grand et précis. Et voilà pourquoi le tracteur est petit. Mais on va pouvoir ajuster les choses. Alors, il y a une illusion d'optique. Il faut savoir que, bon, d'abord, première chose, je vais aller enlever le texte dans le groupe ici. Je vais aller enlever l'œil en face du texte. Je le garde quand même, mais j'enlève l'œil en face du texte pour que le calque du texte ne soit plus visible. Il ne m'intéresse pas ici dans un premier temps. Donc, par rapport à la ligne d'horizon, on va tracer la ligne d'horizon, comme ça tout le monde voit bien. Vous allez faire CTRL-R sur le PC ou Command-R sur le Mac. Ça affiche les règles, c'est ce qui correspond à menu affichage. Menu affichage règles, tout simplement. Voilà, c'est là. Affichage règles. C'est le CTRL-R sur le PC, Command-R sur le Mac. Vous allez positionner le pointeur sur la règle horizontale qui est là au-dessus. Sur la règle, là. Hein, parce qu'il y en a certains qui essayent de la prendre sur le bord et ça ne marche pas bien. C'est pour ça que je précise bien le bout de la flèche qui est sur la règle. Vous enfoncez, vous bougez, il y a un repère qui arrive, vous lâchez, il est là, repère horizontal. Ce repère horizontal, vous allez pouvoir revenir dessus avec la flèche noire, avec donc oui, l'outil de déplacement, et le repositionner. Et alors il faut le positionner sur la ligne d'horizon. Voilà, la ligne d'horizon, on peut considérer qu'elle est là. C'est assez facile dans ce décor, à peu près, ça dépend où on imagine que le décor termine derrière. Bon, c'est une rue qui n'est pas plate, apparemment ça monte. Ou je rêve. Peut-être, je sais pas. Bon, la ligne d'horizon. Bon, ce qu'on est en train de faire là, vous n'êtes pas obligé en fait de le faire chaque fois, hein, c'est juste pour la démonstration. On peut même maintenant verrouiller les repères. Voilà, menu affichage, verrouiller les repères. Comme ça, on ne peut plus le bouger.
Alors, le principe, c'est que tout ce qui arrive à hauteur de la ligne d'horizon fait, on va considérer que ça fait à peu près la hauteur d'un 1,60 m, on va dire, la hauteur des yeux d'un être humain qui se tient debout. Donc si on met le tracteur comme ça, voilà, on a l'impression qu'il fait à peu près 1,60 m, la hauteur de... le dessus du tracteur est à hauteur d'œil. Si, sans changer la dimension du tracteur, on le fait dépasser comme ça, il est 2 fois plus grand. On le perçoit comme étant 2 fois plus grand. Il fait 3 mètres de haut, là. Si on le met encore plus loin, là, bon, c'est un tracteur de 10 mètres de haut, ça. Donc, vous voyez, c'est ça le principe. La ligne d'horizon, le positionnement d'un objet par rapport à la ligne d'horizon a beaucoup d'importance pour le réalisme. Si on le met sous la ligne d'horizon, bah ça, c'est un tracteur de 50 cm de haut. Peut-être 1 mètre. Voilà. Plus on le met loin de la ligne d'horizon, voilà, on a un tracteur qui fait peut-être 30 cm de haut ou 25. Vous voyez? Alors qu'on ne change pas la dimension, c'est assez extraordinaire. On a une illusion d'optique ici. Sans changer la dimension de l'objet, le fait de le placer plus ou moins haut par rapport à la ligne d'horizon change sa dimension perçue. Voilà. Alors je pense que la bonne dimension devrait être à peu près ceci. Voilà. C'est vrai que c'est un petit tracteur, c'est un vieux modèle et il a peut-être l'air par rapport à la voiture, peut-être un peu grand. Voilà. Un peu plus juste comme ça peut-être. Mais alors, le tracteur, il pourrait être plus près de nous. Mais pour qu'il soit plus près de nous, on va l'agrandir évidemment. On va faire un CTRL-T sur le PC, commande-T sur le Mac, sans enfoncer la touche majuscule, mais peut-être la touche Alt. On va l'agrandir. Voilà. Valider. Et là, rebelote, il faut tenir compte du positionnement du tracteur par rapport à la ligne d'horizon. S'il est là, c'est un tracteur joué. Ça se voit, on a l'impression de voir. Et en plus, il devrait être en vue plongeante s'il est si bas dans l'image, parce que cette partie-là du sol, on la voit quand on baisse les yeux. Mais là, le tracteur, il n'est pas vu comme si on baissait les yeux sur lui. On est d'accord. Donc il y a quelque chose qui ne va pas au niveau photomontage, là. On devrait voir, si le tracteur est si petit que ça, le dessus du capot, et c'est pas le cas. Donc là, il y a un problème de photomontage. Mais de toute façon, il apparaît trop petit, si on le voit là. Donc il faut arriver à le positionner. Et donc ça, c'est tout l'art de positionner un élément dans un décor. On choisit sa dimension pour déterminer à quelle distance il est du spectateur, et on le positionne en hauteur dans le décor, de manière à ce que ce soit réaliste, qu'il soit à une dimension perçue correcte. D'accord, donc dimension du tracteur dans le photomontage, c'est pour gérer à quelle distance il est du spectateur. Positionnement en hauteur, c'est pour gérer la dimension perçue du tracteur. Et on peut jouer avec ça. Hein. Ça se voit souvent quand on est un peu, à court d'idées, quand on veut faire des publicités, on se réfugie vers des effets de taille. On joue avec les tailles. Ça se voit souvent dans les publicités. Vous avez des géants qui jouent avec des trains. On a vu ça comme publicité récemment. Vous avez des personnages géants qui jouent avec des trains comme si c'était des jouets. Vous avez des petits personnages qui se baladent dans la maison. Tout ça, c'est des effets visuels très faciles à faire. On joue avec les échelles. Donc on pourrait très bien faire exprès que le tracteur soit hyper grand. Et on pourrait s'amuser à mettre des petits personnages qui essayent de monter dessus. À taille normale, eux. Voilà, ça c'est... si vous êtes à court d'idées. Mais bon. Ça peut être des choses à faire. Donc, pour répondre à ta question, tu dis que lorsque tu
fermes le groupe comme ça, et puis que tu essayes de le déplacer, il y a certains éléments qui s'activent, mais pas tout, tout ne se déplace pas. Ça, c'est parce que dans les options de l'outil de déplacement, la sélection automatique du calque est enclenchée, et c'est très mauvais. On l'avait dit, ça peut être utile, mais ça peut aussi être très ennuyeux. Là, je viens de l'enclencher, je vais essayer de déplacer le tracteur. Il se déplace, mais pas les ombres. J'annule, je déplace, l'ombre se déplace, mais pas le tracteur. Pourtant, je ferme le groupe quand je fais ça. Mais il se réouvre. C'est tout simplement ça. La sélection automatique qui est enclenchée, il faut la plupart du temps la désenclencher et ne l'enclencher que quand c'est vraiment utile. Quand on a plein d'objets similaires et qu'on veut trouver sur quel calque ils sont, la sélection automatique du calque va pouvoir servir. Alors ici, dans le menu affichage, je vais peut-être effacer les repères. On pourrait aussi demander de ne plus les afficher. Affichage, affiché, je peux décocher repères. Voilà, c'est quand même mieux sans les repères. Ok, alors pas de chance au niveau des couleurs. Il n'est pas si mal intégré que ça, je trouve. Parce que j'ai l'impression qu'on a une lumière très dure. On a une lumière très dure dans le décor. Un peu comme s'il y a un orage qui allait arriver. Et le tracteur aussi. Et donc, oui, il est quand même vert assez vif. Hein. On pourrait quand même être un peu tatillon et dire que c'est pas possible qu'il soit aussi vif. Mais bon, c'est pas hyper choquant. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau de l'intégration. Ah oui, forcément, vous avez des couleurs différentes chez vous. Alors, il y a quelque chose, il y a une chose à laquelle il faut faire attention aussi quand on fait du photomontage, c'est la correspondance des noirs. Et c'est d'ailleurs comme ça que on arrive à repérer les fakes, les photomontages. Voilà, c'est en regardant quel est le noir sur la partie la plus sombre sur l'objet et la partie la plus sombre dans le décor. Et si ça ne correspond pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous regardez la partie la plus sombre quelque part sur le tracteur et la partie la plus sombre quelque part dans le décor, si ça ne correspond pas, c'est signe que c'est sans doute un photomontage. Il y a aussi un logiciel qui existe et qui permet de détecter les fakes, donc qui va plus loin que l'être humain. Mais ça, ce que je vous explique, la correspondance des noirs, c'est vraiment quelque chose de très très vieux, avant l'informatique, quand on voulait déceler un photomontage, et l'Union soviétique était très très forte pour faire des photomontages et des trucages, faire croire que des personnages étaient ensemble alors qu'ils n'ont jamais été ensemble, des choses comme ça. On regarde ce genre de choses notamment, la correspondance des noirs. Ah, ça... Alors, comment est-ce qu'on corrige? Oui, ici, ce sera avec les extrémités du réglage des courbes. C'est comme ça qu'on peut contrôler l'intensité des noirs. Mais de toute façon, quels que soient les efforts qu'on fait, ce sera détectable. Un faux est détectable. Il n'y a pas de problème. À moins que l'image soit complètement pourrie, genre image d'OVNI, l'image est tellement mauvaise qu'on n'arrive pas à analyser. Donc, on va essayer sur l'autre décor. Qu'est-ce qui va se passer si on l'ouvre? Je garde ce décor-là ouvert, mais j'ouvre l'autre. Le voilà. Alors, contrôle tabulation, je passe sur l'image ici éventuellement. Touche F, je passe sur le Mac ici en mode fenêtre pour voir mes onglets. Je vais déplacer le groupe donc sur l'onglet de Washington DC et je descends. Et voilà, une copie du tracteur se fait. Voilà, voilà. Et par rapport à la ligne d'horizon que j'ai pas besoin de tracer ici, c'est facile. Je positionne le tracteur. Voilà, c'est vrai que le siège ici donne une idée de la taille à laquelle doit être le tracteur, parce que les tracteurs
Les anciens tracteurs comme ça sont assez petits. C'est surprenant quand vous en voyez passer pour des commémorations du matériel agricole. Quand on en voit des anciens tracteurs de l'après-guerre, c'est surprenant à quel point ils sont petits par rapport aux tracteurs actuels. Alors là, c'est pas évident parce que visuellement, le tracteur est superposé à un décor extrêmement complexe et ça a tendance à le noyer. Donc quand je vois ça, je me dis, tiens, je pourrais peut-être artificiellement créer un flou à l'arrière-plan pour que quand même le haut du tracteur se détache mieux. Voilà, voilà. On peut essayer. Il y a des méthodes pour faire des flous photographiques, mais on peut faire, dans un premier temps, un flou de manière simple. Je vous montre rapidement comment je le ferai. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Au niveau lisibilité, il y a plein de détails. On perd rien à tester. Alors ce que je vais faire ici, pour faire rapidement un flou sur l'arrière-plan de la photo, c'est convertir l'arrière-plan ici en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Pour pouvoir mettre sur lui un filtre de flou. Le flou le plus basique, c'est le flou gaussien. Filtre flou, flou gaussien. Voilà. On a un flou gaussien là, qui se met sur tout le calque d'en dessous. Donc les pavés de devant là sont flous, ça ne colle plus. C'est pas logique, le tracteur est trop net par rapport au pavé, bien sûr. Par contre, à l'arrière, peut-être que ça peut passer. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous avez une petite idée? Le pinceau, en quelle couleur? Ouais. Alors, on va activer le masque du filtre. On va prendre le pinceau. Je pourrais le faire au dégradé aussi, mais le pinceau, ça peut faire office de dégradé. Donc je ne suis pas obligé d'utiliser l'outil dégradé. Si je prends un très grand pinceau et je zoome en arrière, un pinceau flou, et je dessine en noir comme ça, dans le masque. Et donc, j'empêche que le flou agisse dans le bas de l'image, et progressivement, plus on monte, plus le flou va agir. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure qu'on peut désactiver le masque avec la touche majuscule. D'accord? Il y a une chose qu'on n'a pas vue, c'est Alt-clic sur le masque. On le voit, le masque. On voit le contenu. Alt-clic. C'est un dégradé, donc hein, c'est comme si j'avais utilisé l'outil dégradé du noir au blanc. Alt-clic sur le masque pour le voir en grand. Voilà, ça c'est vraiment très utile comme raccourci. Les masques, c'est vraiment très important dans Photoshop. Et donc, voilà, et on peut encore modifier le flou par double clic sur le mot flou gaussien et aller modifier le flou. Voilà. Je pense que ça sent quand même aplaner le photomontage. C'est pas assez flou à l'arrière. Je vais revenir retravailler là-dessus. Et peut-être au pinceau blanc cette fois-ci. Je suis monté trop haut avec le noir. Voilà, au pinceau en blanc. Pinceau, on a dit. Voilà. Il y a plus réaliste comme flou photographique dans Photoshop. Il y a des boîtes spéciales qui s'ouvrent avec plein de paramètres. Mais ici, c'est pas mal, quoi, quand même. Voilà. Là, je viens de tracer un trait blanc dans le masque du filtre. Si je fais CTRL Z, CTRL majuscule Z. Non, excusez-moi. CTRL. Je vais revenir dans l'historique parce que c'est vrai que ça a changé ça.
Voilà. Voilà. En principe, ça devrait marcher. Voilà, on voit l'avant et après que j'ai fait le trait. Je pense que ça devait être un peu plus flou à l'arrière comme ça. Ok. Bon, ça sent quand même le photomontage. Il y a trop de flou. Je pense que je devrais revenir dans le masque au pinceau noir pour les poubelles là notamment, qui sont plus proches de l'appareil photo et donc logiquement. Mais bon, on va pas trop tergiverser ici. Ok. Mais enfin, voilà un moyen de faire ressortir le sujet principal. C'est flouter le fond. Bien. Bon, il nous reste à corriger les couleurs là-dessus. Et aussi quelque chose que je vous montrerai, c'est pour que les photographies aient l'air plus professionnelles, il faut que ce qui est vertical dans la réalité soit vertical dans la photo. Si on veut faire des photos de type publicitaire ou des photos qui ont l'air professionnelles, c'est très facile à corriger dans Photoshop et ça fait des miracles. Ici, j'ai l'impression que les verticales des bâtiments, les façades, c'est pas tout à fait ça en fait. Hein. Ici, j'ai l'impression que ça tire plutôt vers la gauche. Plus on monte, plus on va vers la gauche. Là, plus on monte, plus on va vers la droite. Donc ce qui est vertical dans la réalité ne l'est pas dans la photo et ça changera tout si on corrige ça. Je vous parlerai des objectifs à décentrement du coup. Ici dans la photo par contre dans celle-là, bizarrement elle a l'air très correcte. Les verticales des bâtiments ont l'air d'être vraiment parallèles aux bords verticaux de l'image. Quoique, non là, non. Là il y a de la correction à faire quand même. Plus on monte, plus ça va vers la droite. Je ne sais pas si vous le sentez,